Est-ce que tu m'entends mieux maintenant? Bon, ok, je commence. On va parler de la formule des sinus et des cosinus. Récemment, j'ai donné un exercice dans le test de mécanique. J'ai constaté que plusieurs d'entre vous ne pouvaient pas résoudre cet exercice. Donc, ça signifie que vous avez des choses en géométrie et en trigonométrie que vous ne savez pas. Alors, lorsqu'il s'agit de trouver la résultante ou bien les composantes de deux ou plusieurs vecteurs, on peut utiliser ces formules-là qu'on appelle une formule des sinus et des cosinus. Alors, ces formules-là sont relatives au triangle. Et ceci, n'importe quel type de triangle. Que ce soit un triangle rectangle que vous connaissez déjà, et pour lequel il y a une formule spéciale qui est la formule de Pythagore, que ce soit un triangle isocèle ou bien équilatéral ou bien même un triangle scalène. Donc, les formules de Pythagore, les formules de sinus et de cosinus sont relatives au triangle. Donc, ces formules-là, en mécanique, vont nous permettre de trouver ce qu'on appelle résultante d'un vecteur et également ses composantes. Alors, on a vu cette notion-là dans le cours d'algèbre. Donc, on va à la fois voir ça dans le cours d'algèbre et dans le cours de mécanique, ce qui est un plus, ce qui pourrait vous permettre à maîtriser la notion. OK, donc, je commence. Supposons qu'on a un triangle. Je prends un triangle quelconque. Donc, quand je dis un triangle quelconque, ça signifie que ce triangle n'est pas forcément isocèle, rectangle ou équilatéral. Donc, ça signifie que tout ce qui sera dit pour ce triangle-là sera valable pour n'importe quel triangle, vu que c'est un triangle quelconque. OK? Donc, je prends que ces côtés sont respectivement A, B, C. Donc, comme vous le savez déjà, dans un triangle, on a trois angles. Ici, on a les angles A, les angles B et C. Les angles A, B et C. Et qu'est-ce que vous savez comme relation? Vous savez que dans un triangle, lorsque je fais la somme des angles de ce triangle, ça doit me donner un plat. Un plat ou bien deux doigts ou encore ce qu'on appelle 180 degrés. Maintenant, dans notre triangle, on a trois côtés. Quels sont les côtés qu'on a? On a les côtés AB, BC et AC, qu'on peut représenter sous forme de segment. On le lit segment AB. Dès qu'on met la barre, on lit segment AB, segment BC et segment AC. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? D'après la formule des cosinus, on commence avec formule des cosinus. Donc, ça signifie que dans cette formule-là, on aura un cosinus. Si je prends par exemple le côté AB, eh bien, AB au carré, c'est égal à la somme des deux autres. Donc, quand je dis AB, les deux autres sont BC et AC. Donc, dans cette formule-là, j'aurai BC toujours au carré et plus AC au carré et moins deux fois les deux côtés que je viens de prendre. Donc, BC et AC. Donc, ça va me donner moins deux fois BC fois AC fois cosinus de l'angle qui est compris entre BC et AC. Et quand je vais entre BC et AC, je vais vérifier, voici BC, voici AC. Donc, je vois que l'angle qui est compris entre ces deux côtés-là, c'est l'angle C. Et si vous n'avez pas d'image, vous avez deux possibilités. Soit vous tracez vous-même le triangle et vous faites la conclusion, ou bien vous écrivez BC, AC et vous allez prendre la lettre qui est commune entre BC et AC. Et donc, on voit que c'est la lettre C. Donc, ça signifie que l'angle qui est commune entre les côtés BC et AC, c'est bien l'angle C. Donc, c'est cos l'angle C. Donc, ça, c'est l'une des formules de Pythagore. En fait, cette formule-là, on l'appelle formule de Pythagore généralisée, mais c'est encore l'une des formules des cosinus parce que vous voyez bien,
de cette formule-là, il y a un cosinus qui apparaît. Donc, cette formule-là me sert à quoi? Ça me permet soit de trouver la valeur de l'angle AB, ou bien la valeur du côté AB, désolé, ou bien du côté BC, si on sait que les deux autres sont connus, ou bien du côté AC, si les côtés BC et AB sont connus. Ou bien encore, ça me permet de trouver la valeur de l'angle C. Donc, à ce moment-là, je vais utiliser cette formule-là comme étant une équation et tirer l'angle C. Donc, comment tirer l'angle C? Eh bien, je vais transposer tout ceci. Donc, ça va me donner quoi? Ça va me donner AB au carré moins BC au carré moins AC au carré égale à moins 2 BC fois AC fois cos l'angle C. Mais ce que je veux, c'est l'angle C. Donc, je vais transposer tout ça. Ou bien, j'utilise la commutativité de la relation d'égalité. Ou bien, c'est pas la commutativité qu'on dit dans ce cas-ci, c'est la symétrie. Symétrie signifie quoi? Si x égale à y, alors y égale aussi à x. Donc, je vais utiliser cette propriété de l'égalité pour inverser les membres. Donc, je vais de préférence mettre tout ce bloc-là devant. Donc, ça va me donner moins 2BC fois AC fois cos l'angle C. Ça va me donner AB au carré moins BC au carré moins AC au carré. Donc, maintenant, je vais tirer cos C. Donc, cos C va être égal à cette fraction-là qui est AB au carré moins BC au carré moins AC au carré. Et divisé par moins 2BC fois AC. Maintenant, ce que je voulais, ce n'était pas l'angle cos C, mais de préférence l'angle C. Comme vous auriez, comme je pense que vous l'avez appris dans vos cours de trigonométrie, si cos C est égal à cette expression-là, eh bien, C lui-même sera égal à cos moins 1 de AB au carré moins BC au carré moins AC au carré sur moins 2BC fois AC. Donc, voici une façon de trouver l'angle C à partir de la formule des cosinus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour vous? Alissa, ça va? Je viens d'arriver, je ne sais pas. Vous avez donné la formule, donc ça va. OK. Donc, Et on était en qu'est-ce train qu'il de y parler de avait en quoi? haut? Attends. On était tout simplement en train de parler de deux formules. Les formules des sinus et des cosinus. De toute façon, récemment, on avait donné la formule de cosinus dans le cours précédent. Qu'est-ce qu'on appelle encore la formule de Pythagore généralisée? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle formule des cosinus? C'est parce que, comme vous pouvez le remarquer, dans cette formule-là, il y a un cosinus qui apparaît à la fin, cosinus d'un angle. Donc, on peut utiliser cette formule-là pour trouver les valeurs des angles d'un triangle. Je vais prendre un exemple. OK. Par exemple, je viens de faire ça par rapport au côté AB, mais on pouvait également faire ça par rapport aux autres côtés et ça nous donnerait non seulement les autres côtés, mais aussi, si c'est un angle qui était connu, ça nous donnerait l'angle. Je donne un exemple. Si je considère ce triangle-là, de côté I, J, K. Supposons que, par exemple, ce côté-là est égal à 8 et ce côté 6. Et le troisième côté, disons que c'est égal à 10. Est-ce qu'avec ces informations, tu pourras trouver les angles I, J,
et K. Oui. Comment les trouver? Avec la formule de Oui, qu'est-ce que j'écris? Par exemple, supposons que je veux l'angle I. Donc, qu'est-ce que je vais considérer? J et K. Un angle à la fois. Supposons que je veux l'angle I. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser quelle formule? Et Maintenant, voici la technique. Comme je veux l'angle I, si je n'ai pas le triangle, je dessine moi-même le triangle. D'accord? ah oui. Maintenant, je vais dans le triangle. Comme j'ai déjà le triangle, je vais dans le triangle et j'indique l'angle I. Et après, je me pose cette question-là. Quelle question? Je me dis, l'angle I se trouve entre quel côté? Quels sont les côtés sur lesquels l'angle I est compris? Tu peux J me et dire K. ça? IJ et IK. Très bien. IJ et IK. De toute façon, si l'angle I est compris entre deux côtés, tu dois écouter, tu dois entendre alors le nom de la lettre I de ces deux côtés-là, car I doit être le sommet qui est compris en intersection de ces deux côtés. Donc, ça va nous donner quelle formule avec IJ et IK? Ça va nous donner quelle formule? Donc, maintenant, l'autre chose, comme c'est entre IJ et IK, donc quand je vais écrire, je vais commencer à écrire le côté qui n'est ni IJ ni IK. Donc, quel est ce côté-là? JK. JK. Donc, j'écris la formule des cosinus ou encore la formule de Pythagore généralisée relativement à JK. Donc, je vais écrire quoi? JK au carré, qui va être égal à quoi? IJ au carré plus IK au carré. Plus qui ça? Plus IK au carré. Seulement ça? Non. Mhm. Multiplié par. Multiplier. Non. C'est quoi la formule? Moins 2 Moins fois 2 fois I. IJ. 2 fois IJ. Attends, ouais, quand tu as déjà écrit tout ça, eh bien, quand tu vas écrire tout ce qui vient, ce qui suit, tu n'as pas besoin d'aller chercher autre part, car ce sont les mêmes côtés que tu avais ici que tu vas prendre, IJ et IK. Donc, ne réfléchis même pas. Donc, ça va nous donner 2 fois IJ par quoi? Par IK. Par IK. Fois Cos. cos. Moins 1. Cos qui? Cos moins 1. Comment ça cos moins 1? Oh, quand on sortit à moins 1, ça? Cos. C'est cos I, bon, c'est l'angle I qui nous intéressait dès le début. Cos I, c'est l'angle I qu'on prend. C'est l'angle I qu'on veut, cos moins 1. Je ne comprends pas, non? Ah, tu penses à cos moins 1 quand on va tirer ça, mais on n'est pas encore à ce stade-là. C'est cos I. D'accord? Est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. OK. Maintenant, il y a une chose que je vais te montrer. En principe, I, J, I, K et JK, ce sont des côtés, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça s'exprime en quoi, d'après toi? Ça peut s'exprimer en Mètre. mètres, centimètres, etc. OK, Oui. maintenant, est-ce que tu te souviens de la chose qu'on a fait qui s'appelle analyse dimensionnelle? Tu t'en souviens? Non. Bon, OK. En tout cas, l'analyse dimensionnelle, c'est une technique qui nous permet de vérifier, par exemple, si une formule est exacte ou bien de vérifier l'unité d'une grandeur physique. Supposons que j'écris cette formule pour toi.
F égale masse par vitesse. Maintenant, pour vérifier que cette formule est correcte, tu vas dire la masse, la force s'exprime en quoi? En newton, La masse. kilogramme, Et la vitesse. mètre par Mètres par seconde. seconde. Mais en réalité, tu vas voir ça dans le cours de mécanique. Il y a l'une des formules qu'on va utiliser en mécanique, c'est la formule de Pythagore généralisée. Non, désolé. Ce sont les formules de Newton, la loi de Newton, notamment la deuxième loi de Newton, qui dit qu'une force est égale à une masse par l'accélération causée par cette masse. Avec la force qui s'exprime en Newton, la masse en kilogrammes, et l'accélération elle-même s'exprime en mètres par seconde au carré. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que quand on a le Newton, Newton, c'est équivalent à 1 kg multiplié par mètre par seconde au carré. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? On avait déjà travaillé ça. Or, ici, il est écrit que Newton, c'est équivalent à quoi? D'après cette formule. C'est comme si Newton était équivalent à quoi? Kilogramme par mètre par seconde. Kilogramme, mètre par seconde. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que c'est vrai? Hein? Oui. Non. Tu ne vois pas qu'on a deux choses différentes? Ah oui. D'un côté, on a kilogramme, mètre par seconde. De l'autre côté, on a kilogramme, mètre par seconde carré. Qu'est-ce qui est vrai de tout ça? Qu'est-ce qui est vrai? La deuxième, la loi de Newton. Donc, quand on fait l'analyse dimensionnelle de cette formule-là, quand on fait son analyse dimensionnelle, on constate que cette formule-là n'est pas correcte parce que Newton n'est pas équivalent à kilogramme mètre par seconde, mais de préférence kilogramme mètre par seconde au carré. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. On va analyser la formule pour voir les unités, si les unités coïncident. Est-ce que tu es là? Oui. Je te donne un autre exemple. Tu connais la masse volumique, n'est-ce pas? C'est égal à quoi? Masse sur volume. Masse sur volume. Donc, la masse volumique s'exprime en quoi? En faisant l'analyse dimensionnelle, tu sais que masse c'est kilogramme et volume c'est mètre cube. Donc, d'après l'analyse dimensionnelle de cette formule, la masse volumique s'exprime en quoi? En kilogrammes par mètre cube. C'est ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. On va analyser les unités, les grandeurs et leurs unités qui sont après pour trouver celle de ce qui vient avant. Tu es là? Oui. Maintenant, si je définis cette notion-là, je mets ce symbole-là que j'appelle taux et je dis que taux, c'est égal à une masse divisée par une surface. Donc, à ce moment-là, en faisant l'analyse dimensionnelle, quelle va être l'unité de taux? Taux va s'exprimer en quoi? Taux qui est kilogramme sur... Kilogramme sur C'est quoi? surface. Carré. Donc, sur quoi? Sur mètre. Sur mètre carré. Donc, d'après l'analyse dimensionnelle, tu viens de trouver que kilogramme et que taux s'exprime en kilogramme par mètre carré. N'est-ce pas? Oui. Allô? OK. Donc, tu vois l'importance de l'analyse dimensionnelle, c'est très important. En quel sens? Supposons que tu oublies une formule. Ça peut t'aider à trouver la formule. Par exemple, tu sais que la masse volumique, si tu sais que la masse volumique s'exprime par exemple en grammes par centimètre cube, eh bien, même si tu as oublié la formule, tu peux la retrouver. Pour quelle raison? Parce que tu vois que dans l'unité, c'est grammes par centimètre cube. Or, qu'est-ce qui s'exprime en grammes? La masse. La masse. Et qu'est-ce qui s'exprime en centimètres cubes? Le volume. Le volume.
Donc, tu ne vois pas que tu trouves la formule quand tu connais l'unité en appliquant, en faisant ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. OK. Si je te donne quelque chose comme ça, je te donne une grandeur, je l'appelle xi, et je te dis que xi, c'est égal à 5 ampères par seconde. Donc, est-ce que tu pourrais me donner une formule qui permet de trouver xi? Oui. Ça va être quoi cette formule? Intensité sur temps. Intensité du courant divisé par temps. Et qu'est-ce qui t'a permis de trouver cette formule? L'analyse dimensionnelle. C'est ça la réponse. Tu viens de faire ce qu'on appelle l'analyse dimensionnelle. Qu'est-ce que tu viens de faire? L'analyse dimensionnelle. Oui, tu viens de faire l'analyse dimensionnelle de xi. C'est une chose très importante en physique. C'est quoi cette chose? L'analyse dimensionnelle. Quand tu veux faire l'analyse dimensionnelle en physique, donc ça signifie que tu peux faire beaucoup de choses. Trouver, par exemple, les formules manquantes. OK. Je te donne un autre exemple. Bon, même si je pense que tu connais cette équation. Est-ce que tu reconnais cette équation? Comment est-ce qu'on l'appelle? C'était pour les gaz. Oui, l'équation d'état des gaz parfaits. Dès qu'on est en chimie, on voit cette équation-là, on doit savoir que c'est l'équation des gaz parfaits. Maintenant, dans cette formule-là, PV égale nRT, c'est quoi P? Pression. Pression. Donc, on va faire l'analyse dimensionnelle. La pression s'exprime en quoi? Je ne sais pas. Tu ne connais pas les unités de la pression? Il y en a plusieurs. Pour la pression, on a l'atmosphère. On a centimètres de mercure. On a millimètres de mercure. On a bar. On a torr. Tu ne les connais pas? Non. Non seulement il faut connaître ces unités-là, mais il faut connaître les taux de conversion. Par exemple, ATM qui est atmosphère vaut combien de centimètres de mercure? Par exemple, une atmosphère est égal à 760 centimètres de mercure. Non, 76, désolé. 76, si c'est un millimètre, ça allait donner 760. Une atmosphère, c'est égal à 76 centimètres de mercure. C'est égal à 760 millimètres de mercure. Et aussi, je n'ai même oublié l'unité fondamentale de la pression qui est Pascal. Tu ne connais pas Pascal? Oui. Pascal qu'on appelle encore Newton sur mètre carré, qui d'après les unités fondamentales, on a même fait ça récemment dans le cours, Newton qui est kilogramme mètre par seconde au carré, on vient de voir ça, et Pascal, lorsqu'on a Pascal, c'est Newton sur mètre carré. Donc, lorsqu'on divise ça, ça nous donne kilogramme mètre moins 1, seconde moins 2. Donc, ça encore, c'est une unité de la pression. Cette unité-là, c'est celle qui est dans l'unité de base, qui fait partie, en fait, ça c'est l'expression de la pression dans le système international, d'après les unités du système international. Mais en général, en chimie, la pression, on prend soit atmosphère ou bien centimètre ou millimètre de mercure. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans l'atmosphère, on prend soit centimètres. Comment? J'ai pas dit ça. En chimie, pour la pression, on utilise le plus souvent comme unité l'atmosphère. Par exemple, dans le test de chimie que j'ai donné, tu vas voir que dans les exercices que j'ai donnés, à chaque fois, je prends la pression égale à soit 2 atmosphères, 3 atmosphères, etc. Parce qu'en chimie, on exprime la pression en atmosphère en général, et même en physique aussi, même s'il y a les autres unités. Donc, il faut savoir comment convertir les unités en d'autres. D'accord? Oui. Pourquoi est-ce qu'en chimie, on utilise de préférence l'atmosphère comme unité de la pression?
De toute façon, le mot atmosphère ne t'est pas étranger. Non. Ça te fait penser à quoi, l'atmosphère? Et c'est une couche gazeuse Il qui entoure enveloppe la Terre. l'atmosphère. Ouais. Très bien. Maintenant, quand on parle d'une pression de 1 atmosphère, on dit que c'est la pression qui est normale. Si tu te trouves dans un endroit où la pression est soit supérieure ou inférieure à 1 atmosphère, tu vas te sentir très bizarre. Par exemple, si tu montes dans les hauteurs, par exemple dans les montagnes en Haïti, tu vas sentir une pression sur ton corps. Par exemple, tu vas sentir comme par exemple des pressions sur tes oreilles. Tu vas te sentir vraiment bizarre. Par exemple, si tu es en train de descendre des hauteurs, tu vas avoir l'impression que tu n'entends pas très bien. Est-ce que tu as déjà ressenti cette sensation-là quand tu viens d'une zone de haute altitude et que tu descends? Tu sens comme si, par exemple, tes oreilles étaient bouchées. Tu n'as jamais ressenti ça? Non. Bon, peut-être. Mais, ou bien peut-être que tu n'es pas assez attentive à ce phénomène-là. Ou bien c'est ce qui arrive aux gens. Ou bien encore, je pourrais prendre l'exemple quand on va à la plage, ou bien quand on est en mer, quand on descend en profondeur, on sent une pression sur notre corps, Oui. principalement sur notre cage thoracique. Tu as déjà ressenti ça? Mhm. Eh bien, c'est dû à l'augmentation de la pression. La pression qui est normale, c'est la pression qui est dans notre zone environnante. Comme par exemple, quand on est en ville, quand on est ici, là où tu es en train de subir la pression de l'atmosphère qui est autour de toi. Mais cette pression-là, elle est normale. Et bien, comme cette pression-là, elle est normale, on la considère comme l'unité. Si je vais en un endroit où la pression est différente, maintenant on dit que c'est différent de la pression normale, donc c'est différent de 1. Donc la pression qui est autour de toi, chez toi, on pose que c'est égal à 1 atmosphère, qui est la pression normale. Donc, dans notre formule PV égale nRT, P, on va prendre P qui s'exprime en atmosphère et le volume. Mais, Mètre cube, mais en général, on prend le litre. D'accord? ok. Et petit n, c'est quoi? Quantité de matière en mol. En fait, petit n, c'est la mole. Ça permet de mesurer la quantité de matière. Il faut bien faire la différence entre grand n, qui est la quantité de matière, et petit n, qui est le nombre de moles. Évidemment, la quantité de matière, grand n, c'est égal à le nombre de moles multiplié par la constante d'Avogadro. Il faut bien faire la différence. Le nombre de moles mesure la quantité de matière, mais la quantité de matière, c'est une grandeur intrinsèque à elle-même. C'est une valeur, un nombre. OK, et R, c'est quoi? Et une constante. Une constante. C'est une constante qui a un beau nom. Comment est-ce qu'on appelle cette constante-là? Un bel nom. R, Ok. c'est la constante universelle des gaz parfaits. R, c'est la constante Universelle de gaz. universelle des gaz parfaits. Et T, Température en Kelvin. la température en Kelvin. Très bien. Maintenant, si tu fais l'analyse dimensionnelle, la constante universelle des gaz parfaits va s'exprimer en quoi? Déjà, Ah, on commence par tirer R de la formule. Si je tire R de la formule, ça va me donner quoi? euh, PV sur T. Très bien. Donc, d'après l'analyse dimensionnelle, la constante universelle des gaz parfaits s'exprime en quelle unité? Atmosphère par litre sur mol. Mhm. Donc, soit j'écris sur mol ou bien j'écris mol moins 1. N'est-ce pas? Ok. Oui. Mhm. Oui. Et après? Et après, Mhm. Tu as oublié le T. ah, oui,
Tu sais souvent quoi encore? Kelvin. Donc, ça fait Kelvin moins 1. Tu n'es pas d'accord? Oui. Donc, quand tu vois quelque part atmosphère, litre, mol moins 1, Kelvin moins 1, ça fait référence à quoi? Et L'unité de la constante universelle des gaz parfaits. oui. N'est-ce pas? Mais Oui. tu dois savoir que cette unité-là, c'est quand la pression s'exprime en atmosphère, le volume en litres et la température en Kelvin. En fait, pour le nombre de moles, il n'y a pas d'autre unité. Mais je viens de te montrer, par exemple, pour la pression, il y a beaucoup d'autres unités, n'est-ce pas? Ces unités-là. Également pour la température, est-ce qu'il n'y a pas d'autres unités? Oui. Quelles sont ces autres unités? Celsius, Fahrenheit, etc. Mais en chimie, également en physique, on utilise le Kelvin comme température. Et de toute façon, c'est le Kelvin qui est l'unité de base dans le système international. Donc, quand tu trouves les valeurs de la constante universelle des gaz parfaits, tu peux voir que ça, des fois que je pourrais avoir à la place d'atmosphère, je pourrais avoir, par exemple, bar ou bien centimètres de mercure, etc. OK, maintenant, comme R, c'est une constante, quelle est la valeur de cette constante-là? Eh bien, pour trouver la valeur de cette constante-là, tu dois avoir certaines informations. Eh bien, il y a une condition qu'on appelle CNTP. Est-ce que tu sais ce que ça signifie CNTP? Non. CNTP avec C pour condition, N pour normal, T pour température et P pour quoi d'après toi? P c'est pression. Donc, CNTP signifie quoi? C'est pour condition. Oui. N pour Normal. normal, T pour température et P pour pression. Donc, CNTP signifie quoi? La condition normale de la température de la pression. En fait, on dit conditions normales de température et de pression. En fait, comme on est en train de parler de température et de pression, donc on dit les conditions normales de température et de pression. D'accord? Oui. Donc, quand tu vois CNTP, c'est conditions normales de température et de pression. Il y a aussi